Bonjour, bonjour et surtout merci aussi à nos intervenants du jour. Donc, on a décidé de consacrer ce webinaire d'octobre aux questions spécifiques au CFA qui nous étaient aussi remontées sous l'angle effectivement de la multimodalité et du 100% distanciel. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir en intervention pour ce webinaire Sabrina Dougados du cabinet Fromont-Briens, qui est administratrice au FOD. Bonjour Sabrina. Olivier Kirsch, directeur du GIFOD, administrateur également au FOD et en charge d'une commission spéciale apprentissage. Et puis Marc Poncin, tout fraîchement nouveau directeur de la formation continue à l'Université Paris-Est Créteil et auparavant à Icademy. Donc, mesdames, messieurs, c'est à vous pour nous présenter le sujet de ce jour. Merci Aurélia. Alors effectivement, je vais démarrer cette thématique par un premier, on va dire, rappel. Ça va permettre en fait à la fois de poser le décor et puis rappeler en fait le cadre juridique de ces actions de formation par apprentissage qui peuvent, depuis la loi El Khomri, être dispensées en tout ou partie à distance à l'initiative du CFA. Alors, quelques points de rappel importants sur ce cadre juridique. Les conditions de mise en œuvre d'une séquence de formation à distance dans le cadre de l'apprentissage sont globalement les mêmes que lorsqu'on les met en œuvre dans le cadre de la formation continue. Parce qu'il y a un renvoi de texte globalement qui effectivement renvoie au texte juridique applicable en matière de formation continue. À savoir que le CFA, lorsqu'il envisage donc de proposer des actions FOD, doit être en mesure de pouvoir remplir les trois conditions qu'on vous a rappelées à l'écran, à savoir mettre en place une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner l'apprenti tout au long du déroulement de son parcours. Je le rappelle, l'assistance technique, ça renvoie à cette notion d'assistance dite informatique. Lorsque l'apprenti n'arrive pas à s'en sortir avec les outils informatiques, des problématiques de connexion, il faut qu'il puisse être en mesure de pouvoir contacter le coordinateur pédagogique ou le CFA pour pouvoir débloquer sa problématique. Et puis une assistance pédagogique, ça renvoie à la notion finalement de formation asynchrone, parce que quand on est en formation synchrone derrière un écran avec un formateur, bien évidemment, par définition, on a une forme d'assistance pédagogique puisqu'on est connecté dans une même temporalité avec un formateur. En revanche, quand on est en formation asynchrone, il se peut effectivement que l'apprenti ait des difficultés à dérouler, on va dire, son parcours pédagogique, à évoluer au travers, on va dire, des slides ou des séquences pédagogiques à distance qu'il doit réaliser. Et dans ce cas de figure, il doit pouvoir être en mesure de contacter un formateur pour pouvoir débloquer la situation. Donc, cette notion d'assistance tout à la fois technique et pédagogique est un des éléments nécessaires, et c'est un prérequis, si j'ose dire, pour pouvoir mettre des formations par apprentissage proposées de façon distancielle. Deuxième condition à devoir réunir, il faut pouvoir informer l'apprenti des activités pédagogiques qu'il va réaliser à distance, ainsi que leur durée moyenne. Et enfin, il faut évidemment mettre en place des évaluations qui vont jalonner ou conclure l'action de formation. Me direz-vous, dans le cadre de l'apprentissage, cette condition par définition est remplie puisque en apprentissage, on prépare des certifications professionnelles. Donc, par définition, les formations par apprentissage intègrent évidemment des séquences d'évaluation, qu'on soit dans le cadre du contrôle continu ou des évaluations finales. Ces trois conditions cumulatives sont donc applicables qu'on soit en apprentissage ou en formation continue. La spécificité d'ailleurs que l'on rencontre de façon vraiment dédiée au CFA, je le rappelle quand même, ça fait partie d'une des missions légales, d'une des 14 missions légales du CFA, à savoir assurer l'accompagnement des apprentis lorsque le CFA propose des enseignements à distance. Ça, c'est la 11e mission légale du CFA qui figure désormais dans le Code du travail. Donc, on le voit bien, ça ne fait que finalement poser le principe d'un accompagnement spécifique des apprentis. Me direz-vous, quel est cet accompagnement spécifique ? On n'a pas d'autre texte que celui que je viens de vous commenter sur les trois conditions à devoir réunir. Donc,
Ça renvoie d'ailleurs aussi aux modalités d'audit dans le cadre de la certification Calliope. Qu'est-ce que l'auditeur vient vérifier quand le CFA propose des enseignements à distance? Eh bien, il vient vérifier notamment que les 3 conditions que je viens de vous préciser, vous détailler, sont bien réunies pour ces séquences de formation à distance. Donc ça, c'est le rappel, on va dire, du cadre global, du cadre juridique applicable aux séquences de formation à distance. Sur la justification de ces séquences de formation à distance, la loi ne distingue pas et ne prévoit pas des règles particulières pour les actions de FOD, donc ça relève du droit commun. Et le droit commun désormais, c'est quoi? Eh bien, ce n'est plus la feuille d'émargement, puisque là, les textes ont évolué, c'est tout élément probant qui permet de démontrer de façon adéquate que la formation a bien eu lieu. Donc, l'élément probant adéquat quand la formation a lieu à distance, c'est évidemment plus nécessairement la feuille de présence, tout particulièrement quand on est sur des temps de formation asynchrone. Donc, ça va être autre chose. Donc, cette autre chose, on a eu l'occasion d'ailleurs dans le cadre du FOD d'y travailler de façon assez précise au travers d'un guide des formations multimodales pour expliciter, détailler les types de pièces justificatives pertinentes, qui nous semblaient pertinentes et adéquates quand on est sur des formations digitales. Donc là, on vous en a cité un certain nombre. Le PIF, le protocole individuel de formation, qui est ce document contractuel signé par l'apprenant et l'organisme de formation, peut être une bonne pratique, effectivement, et peut être tout à fait proposé à l'apprenti. Évidemment, ce n'est pas la seule pièce justificative à devoir mettre en place si vous retenez ce type de document. Évidemment, en fonction de la modalité pédagogique, il faudra potentiellement mettre en place un système d'extraction de la plateforme qui permet de démontrer que l'apprenti s'est régulièrement connecté à la plateforme, les résultats obtenus à la suite des différentes modalités d'évaluation qui auront pu être mis en place à l'issue de ces différentes séquences réalisées et proposées à distance. Donc, en réalité, j'ai envie de vous dire, tout dépend évidemment du contenu et des modalités pédagogiques proposées dans le cadre des séquences de formation à distance. Quand on est dans le cadre de l'apprentissage, par définition, la formation a la vocation à être financée exclusivement, ou en tout cas principalement, par l'OPCO, au travers du nouveau système des niveaux de prise en charge. Dans ce cadre-là, le CFA doit établir une facture avec un certificat de réalisation, puisque ce sont, on va dire, les pièces justificatives qui permettent de déclencher le paiement de l'OPCO. Alors, sur le sujet, j'en profite d'ailleurs pour vous le préciser, parce que ça a été on va dire, une évolution sensible quand même d'une position de l'administration et donc du ministère du Travail, qui, au travers de son dernier précis de l'apprentissage qui a été publié au mois de septembre dernier, a confirmé une position d'ailleurs qui avait une position commune partagée par l'ensemble des OPCO, au travers d'un vadémécum qui a été publié également par les OPCO en ligne, que vous trouverez en ligne, le vadémécum de l'apprentissage. Ce sont 2 documents qui ont été récemment publiés, qui n'ont en tant que tel pas de valeur juridique, mais qui permettent d'expliciter des bonnes pratiques et qui permettent de confirmer, on va dire, des positions à la fois de l'administration et des financeurs paritaires. Et donc, sur le sujet de la formalisation des certificats de réalisation, aussi bien les OPCO que la DGEFP acceptent et tolèrent donc que les factures valent certificat de réalisation. Donc, on peut très bien avoir un seul et même document qui reprenne les mentions du certificat de réalisation. Je ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, c'est bien au CFA de conserver les éléments de traçabilité et donc les pièces justificatives qui permettent de démontrer que la formation à distance a bien eu lieu. D'accord ? Et ce n'est qu'en cas de contrôle de l'administration, donc des agents de l'État ou d'un financeur paritaire, que le CFA devrait être en mesure de produire ces éléments probants. Donc évidemment, tout particulièrement quand on est sur des séquences digitales, les éléments probants, il faut que le CFA soit très clair avec lui-même sur qu'est-ce qu'il entend par élément probant et qu'est-ce qu'il va devoir conserver de façon numérique ou papier. En général, sur des formations digitales, on est évidemment sur des éléments de preuve plutôt numériques et donc à devoir conserver très précieusement, quitte à prévoir d'ailleurs un double mécanisme d'enregistrement, y compris sur le cloud, pour être sûr que si jamais l'ordinateur brûle, on a bien quelque part à un autre endroit des pièces justificatives. J'en profite d'ailleurs pour vous le rappeler, la durée de prescription en la matière, c'est 3 ans plus l'année en cours. Donc, il faut que le CFA puisse conserver ses pièces justificatives pendant au moins ce délai imparti. Alors,
En matière de protection sociale, on a souvent des questions autour de comment ça se passe si l'apprenti se forme notamment à distance chez lui. Est-ce qu'il conserve une protection sociale? La réponse est oui, dès lors que cette formation à distance est bien suivie pendant son temps de travail. Je le rappelle, en apprentissage, la notion de formation en dehors du temps de travail n'existe pas en tant que telle, puisque quand on est en apprentissage, les temps de formation en CFA, donc les temps de formation dits théoriques, correspondent à du temps de travail, donnent lieu à un maintien de rémunération et donc à un maintien de la protection sociale en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles, ce qui signifie que même si la formation en formation théorique, qui en principe se fait en CFA, peut se faire le cas échéant à distance, auquel cas, même si la formation a lieu à distance et que par exemple l'apprenti est chez lui ou j'ai envie de vous dire ailleurs, quel que soit cet ailleurs, eh bien, dès lors que c'est bien pendant le temps de travail, l'apprenti continue à bénéficier, bien évidemment, de cette protection sociale. Toute la difficulté va être pour le CFA et l'employeur, d'ailleurs, pour l'ensemble des parties prenantes, de bien distinguer ce qui relève du temps de travail effectif de ce qui relève d'un éventuel temps de formation personnelle. C'est-à-dire, par exemple, quand le CFA propose à l'apprenti des ouvrages supplémentaires pour réviser, pour s'entraîner, ce qu'on appelle de l'auto-formation, qui est quelque part un temps qui n'est pas tracé, qui n'est pas suivi. Ce temps personnel où l'apprenti peut de lui-même décider de s'entraîner ou de réviser, si j'ose dire, mais à son initiative et sans aucune forme de contrôle du CFA, ça c'est du temps personnel. Pendant ce temps-là, on n'est pas sur le temps de travail effectif, il n'y a pas de maintien de rémunération, et donc il n'y a pas de protection sociale afférente à ce temps-là. Alors, du coup, me direz-vous, quelles sont les bonnes pratiques? Parce que c'est vrai que comme la loi ne dit pas plus que globalement ce que je viens de vous préciser là, il est évident que quand on a plusieurs séquences de formation à distance, il est important pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit pour le CFA, l'employeur et même l'apprenti, pour qu'il ait une bonne vision quand même de ce qu'on attend de lui, on a quand même intérêt à bien définir ce qui est du temps de formation assimilé à du temps de travail et ce qui est du temps de, on va dire, de révision ou du temps de travail personnel qui appartient à l'apprenti. Donc, c'est important d'avoir une bonne visibilité de tout cela. On pourrait tout à fait d'ailleurs envisager qu'il y ait à titre de bonne pratique, sous l'angle un peu plus juridique, me direz-vous, une charte des apprentissages à distance qui soit un document émanant du CFA, proposé à l'apprenti et à l'entreprise pour que les règles du jeu soient très claires sur ce qu'on attend de l'apprenti pendant ces différentes séquences de formation qui ont lieu à distance. Donc, ce qui est vrai que ce qui nous paraît assez déterminant, c'est de bien distinguer ce qui relève du temps de formation de ce qui relève du temps de travail personnel. Alors, à titre d'exemple, je vous ai cité l'idée de la charte, ça peut être aussi après des moyens techniques. Par exemple, le fait de rendre non accessible la plateforme en dehors des heures de travail attendues de l'apprenti. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai qu'il y en a un certain nombre. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail à ce stade. Ce qui est certain, c'est qu'il est déterminant pour l'ensemble des parties prenantes, donc apprenti, employeur, CFA, de bien déterminer les lieux à partir desquels l'apprenti va suivre sa formation. Est-ce que c'est chez lui? Est-ce que c'est dans une salle de formation mise à disposition par le CFA? Ce qui, me direz-vous, neutralise un peu l'intérêt, évidemment, du digital. Est-ce que c'est un lieu mis à disposition par l'entreprise en faveur de son apprenti, ce qui est une autre solution qui est évidemment assez intéressante? Quels sont les moyens, notamment informatiques, évidemment, qui sont mis à disposition de l'apprenti? Et enfin, évidemment, la charte permet, à mon sens, de répondre à cet enjeu-là, être sûr que l'apprenti, d'abord, est bien informé des règles du jeu et ensuite s'engage, presque moral, au-delà des engagements juridiques, s'engage, on va dire moralement, évidemment, à jouer le jeu, parce qu'il est évident, quand on est en formation digitale, il y a une proactivité évidente de l'apprenant en situation apprenante qu'on ne retrouve pas nécessairement quand on est dans une formation présentielle. Voilà, alors je ne rentrerai pas trop dans le détail des bonnes pratiques parce qu'évidemment, on va y revenir et je ne voudrais pas évidemment trop être redondante par rapport à ce qu'on va vous dire par la suite, mais je pense avoir dit là finalement un peu l'essentiel. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est de bien retenir l'idée que quand on est en formation digitale,
il faut plus que jamais arriver à bien distinguer des temps de formation et qui sont bien assimilés à du temps de travail, de ce qui va relever du temps de travail personnel et qui ne sera donc pas intégré, on va dire, dans le contrat pédagogique et moral qui va lier donc à la fois l'apprenti à son CFA et son employeur, parce qu'on est évidemment dans une relation, vous aurez bien compris, qui est évidemment tripartite, si j'ose dire, même si par définition, au départ, il n'y a pas de relation contractuelle entre le CFA et l'apprenti, puisque légalement, l'apprenti, il est lié à son employeur par un contrat de travail, et c'est le CFA qui est lié contractuellement à l'apprenti par une convention de formation. Pour autant, il n'est absolument pas interdit d'envisager une charte qui soit contractualisée ou non. Évidemment, le fait de la contractualiser permet évidemment de créer une relation de nature contractuelle et d'engager un peu plus l'apprenti, mais déjà, ne serait-ce qu'une charte de bonne pratique, même si elle n'est pas signée par l'apprenti, me semble-t-il, est une très bonne pratique parce qu'elle permet de définir des règles du jeu précises avant le départ en formation et de bien redéfinir un peu les attendus de chacune des parties prenantes quand on met en place des séquences de formation à distance. Merci Sabrina. J'avais une petite, on a toujours une question qui revient assez régulièrement avec un souci pour justement les CFA en cas d'accident durant le temps de formation à distance. Qui est responsable? Est-ce que c'est l'employeur qui est responsable ou est-ce que c'est le CFA? C'est l'employeur, parce qu'on est dans le cadre de la relation de travail et de l'exécution du contrat de travail. Donc, c'est bien l'employeur qui est responsable, en ce sens que c'est bien effectivement c'est bien le régime de protection sociale de l'employeur, enfin de l'apprenti en tant que salarié qui va pouvoir jouer. Merci pour ta réponse, parce que c'est effectivement une question qu'on est souvent amené à avoir. J'en profite peut-être pour prendre une autre question de Stéphanie. C'est sur le PIF, protocole individuel de formation. Doit-il obligatoirement faire l'objet d'une signature? Est-ce qu'une simple information par envoi du PIF est-elle suffisante? Alors, légalement, rien n'est obligatoire. C'est comme la charte. La charte, elle peut être éditée, rédigée par le CFA, transmise à titre d'information ou contractualisée, et auquel cas on demande à l'apprenti de la signer. Donc, en matière d'apprentissage, rien n'est obligatoire. Après, il est évident que si le PIF est signé par l'apprenti, on introduit une relation de nature contractuelle entre l'apprenti et le CFA, et on peut faire jouer potentiellement le régime de la responsabilité contractuelle et non pas délictuelle. Je ne pense pas dans le détail, mais c'est un peu plus juridiquement efficace si jamais on a une difficulté dans l'exécution des obligations d'apprenti. Voilà. Merci pour ces précisions. Je vais maintenant passer la parole et puis on reprendra d'autres questions, parce que j'ai vu effectivement une question de Marion sur la nécessité de conserver les enregistrements de classes virtuelles. Si on peut peut-être y répondre maintenant. Sur cette question-là, quand on est en parcours de formation à distance, on fait des temps synchrones. Est-il nécessaire de conserver les enregistrements de classes virtuelles? Alors oui, si vous n'avez pas d'autres éléments probants qui va permettre de démontrer que la classe virtuelle s'est bien déroulée. Donc là encore, c'est à vous de définir pour chaque séquence de formation à distance quels sont les éléments probants que vous considérez comme étant la pièce justificative que vous produirez en cas de contrôle. Donc, pour la classe virtuelle, concrètement, il me semble qu'il y a deux façons de faire. Soit on conserve les enregistrements, soit potentiellement aussi, on peut mettre en place un système d'émargement en ligne. Il y a plusieurs outils désormais informatiques qui permettent de le faire. On peut se dire qu'on va mettre en place un système d'émargement en ligne qui va permettre de démontrer qu'il y a bien eu connexion et suivi à distance de la classe virtuelle. Mais donc, c'est effectivement au CFA de définir et de déterminer quels sont les éléments probants adéquats, les plus adéquats. Et à partir de là, effectivement, il faut pouvoir les conserver pendant au moins 3 ans à l'issue de la formation. Je te remercie pour cette transition toute trouvée, puisque justement, on va laisser la parole au CFA pour qu'ils puissent témoigner un peu aussi comment ils ont mis en pratique ce cadre juridique. Et ça vous aidera aussi certainement à connaître les bonnes pratiques sur ce domaine. Donc, je vais donner la parole à Olivier Kirsch, directeur du GIFOD. Olivier, c'est à toi. Merci Aurélia. Bonjour à tous. Merci Sabrina pour cette clarification, notamment sur le dernier point. Donc, je suis Olivier Kirsch, directeur du GIFOD, qui est une association qui en fait met à disposition de ses adhérents, CFA ou organismes de formation,
les moyens techniques et pédagogiques pour faire de la formation multimodale. Et ce suivant, c'est tout simplement le retour sur les bonnes pratiques que nos adhérents ont pu mettre en place depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Alors, entre-temps, la réglementation a changé, mais malgré tout, on va dire qu'il y a quelques pratiques qui ont perduré au travers des évolutions de la réglementation. Donc, prenez-le simplement comme un partage de pratiques. Sabrina, au besoin, corrigera ou amendera ou complétera sur ce qu'il faudrait faire au plan purement juridique ou réglementaire. Donc, un des premiers points qui a semblé à nos adhérents particulièrement important et qu'ils mettent de façon tout à fait régulière en œuvre, c'est la présentation du dispositif multimodal, c'est-à-dire tout simplement l'information, entre guillemets, des apprentis ou des stagiaires, si on veut parler alternant au sens large du terme. Cette information-là, en général, en pratique, elle se fait en début de cursus de formation, on va dire sur les anciennes règles à la rentrée scolaire, et où on va en fait expliquer le pourquoi de ce dispositif de formation multimodale, l'organisation à la fois calendaire et pratique, c'est-à-dire à quel moment je vais avoir des séquences en présentiel dans le CFA, à quel moment je vais être en formation à distance, synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire que je vais avoir en fait à présenter un système de planification sur l'année scolaire dans le cadre d'une formation en apprentissage qui se déroule sur 1 an ou sur 2 ans. De la même manière, on présentera dans cette séance introductive les travaux qui vont être demandés à nos apprentis, puisque vous savez qu'on peut, dans le cadre d'une formation multimodale, on peut avoir des prescrits, des travaux attendus à fournir, à déposer sur un outil de formation à distance qu'on appelle dans notre jargon un LMS pour Learning Management System. Et bien évidemment, on présentera à la même occasion tout ce qui concerne évaluation, à la fois qui jalonne le parcours et en fin de formation. On présentera également à l'apprenti de quelle manière il peut avoir accès aux outils, comment fonctionne la plateforme de formation et où il peut retrouver les résultats de ses évaluations, et qu'elles soient au long de la formation ou en fin de formation. De façon là aussi très pratico-pratique, nos CFA adhérents organisent en début d'année scolaire ce qu'ils appellent une prise en main de la plateforme de formation. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, on va expliquer dans une séquence en présentiel eh bien, à quel endroit il faut cliquer, comment on se log, on se connecte sur la plateforme de formation, comment on revient en arrière, comment on répond aux questions, etc. Et puis, bien évidemment, et ça fait référence aux obligations spécifiques des CFA, la 11e obligation sur les 14 dont parlait Sabrina tout à l'heure, il va falloir mettre en œuvre un tutorat tout au long de la formation. Et donc, dans la présentation du dispositif, on expliquera comment fonctionne ce tutorat, c'est-à-dire quels outils il utilise, et de la même manière, qui sera, entre guillemets, au bout de la ligne. Nos interlocuteurs, enfin nos adhérents, ont pour habitude d'avoir 2 types de tutorat. Ce qu'on appelle, nous, un tutorat de premier niveau, qui est tout simplement un interlocuteur qui est en capacité de débloquer une situation, je dirais, de compréhension, soit d'un document sur la plateforme, soit d'une évaluation. C'est un apprenti qui ne comprend pas la question ou la consigne qui lui est donnée. Donc ça, c'est une réponse, on va dire, de premier niveau, totalement transversale. Et puis ensuite, il y a un système de tutorat que nous appelons, nous, de 2e niveau, où là, on va avoir des questions des apprentis sur le fond, sur la matière qu'ils sont en train de suivre. Très généralement, ce niveau-là est traité par des mails, par échange de mails, copie d'écran, etc., puisqu'il faut une réponse sur la matière elle-même et que les formateurs ne sont pas disponibles 24 heures sur 24 sur cette problématique-là. Ensuite, il va falloir organiser le suivi des phases à distance. Alors, ce suivi-là, il suppose également qu'on ait des outils de suivi qui soient opérationnels et qui ne soient pas trop complexes d'accès. C'est-à-dire que quand vous demandez à un formateur d'assurer un tutorat, il faut qu'il puisse aller vérifier que votre apprenti s'est bien connecté sur la plateforme,
le temps qu'il y a passé, mais aussi les difficultés qu'il a pu y rencontrer en termes notamment d'évaluation qui ne serait pas réussie ou d'apprentis qui tout simplement ne se seraient pas connectés dans le cadre de l'organisation ou du calendrier qui lui a été remis. Donc, ces phases distantes doivent être suivies à la fois en termes de temps réel, c'est-à-dire mon apprenti, on lui a demandé de se connecter sur la plateforme la semaine prochaine pendant une demi-journée. Est-ce qu'il a passé 1 heure, 3 heures ou 25 heures? Auquel cas, il faut s'alarmer et aller chercher ces informations-là. Et puis, en termes de temps prévisionnel, c'est-à-dire la comparaison entre les temps réels et les temps prévisionnels. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Merci. Il faut bien évidemment prévoir à l'avance une organisation à la fois du cadre pédagogique et du cadre technique pour que tout ceci soit conforme à vos attentes et permette une progression sans difficulté. Donc, la première problématique, c'est anticiper les problématiques techniques. La plupart de nos adhérents ont à disposition un parc ordinateur au cas où l'apprenti lambda n'ait pas accès, on va dire, à un terminal qui lui permette de se connecter à la plateforme de formation et éventuellement en complément de ce PC, une clé 4G pour que l'apprenti puisse se former à distance si lui-même n'a pas de connexion chez lui à domicile, dans l'entreprise ou dans un autre endroit. Sabrina parlait tout à l'heure des possibilités de lieux de formation. Nous mettons-nous dans notre cadre une hotline à disposition sur la partie du support technique. Sabrina faisait allusion tout à l'heure à un formateur qui a les compétences techniques pour. Nous, dans le cadre, je dirais, de la mutualisation de nos pratiques, on a mis en œuvre une hotline qui est plus proprement technique, c'est-à-dire j'ai un problème d'affichage sur mon PC, je n'arrive pas à me connecter, j'ai une ligne téléphonique sur laquelle je peux appeler durant les horaires ouvrables, ce qui nous renvoie au cadrage des temps de formation, et ce qui est aussi un moyen, je dirais, de le circonscrire. La problématique des lieux de formation doit être évidemment anticipée. Sabrina vous en parlait tout à l'heure. La formation à distance, qu'elle soit synchrone ou asynchrone, peut se faire sur le lieu de travail, bien évidemment. Elle peut se faire également en CFA. Alors, on n'est plus vraiment du à distance, mais c'est notamment souvent le cas, on va dire, sur des bas niveaux de qualification. Je pense par exemple chez nos adhérents au CAP, dont au moins, on va dire, la partie à distance en première année se fait à l'intérieur du CFA, mais dans un lieu dédié, avec un autre type d'encadrement. Ça se fait en centre de ressources, en salle multimédia ou autre. Ça permet de laisser la flexibilité et l'individualisation du parcours de formation, mais ça permet de sécuriser à la fois le temps alloué à la formation et puis les problématiques techniques, on va dire, pour les apprentis les moins autonomes. Et puis, il y a éventuellement la possibilité de travailler sur des tiers-lieux. À ce sujet, vous savez que le gouvernement travaille justement sur un appel d'offres dans le cadre du plan de relance qui vise justement à développer ce système de tiers-lieux. Dans le passé, c'est quelque chose qui a été beaucoup mobilisé par les adhérents du GIFOD à une époque où la réglementation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui et où en fait on encadrait les pratiques de formation à distance en les faisant se réaliser dans un tiers-lieu dans lequel on faisait signer des feuilles d'émargement. Donc, c'était un moyen à l'époque, je dirais, de contourner la réglementation qui ne permettait pas la formation à distance. On a vu avec l'expérience que ces tiers-lieux ont un autre intérêt, c'est, je dirais, la partie socialisation, fonctionnement en duo de pairs des apprentis. En fait, nous avions maillé tout le territoire avec un réseau d'une 60aine de points relais sur l'ensemble de la région et on s'était rendu compte que les apprentis prenaient les rendez-vous dans les tiers-lieux par binôme, c'est-à-dire qu'ils appelaient le copain du secteur et lui disaient « Eh ben, mardi matin, on va aller tous les deux se connecter sur la plateforme en même temps », ce qui permettait des échanges et je dirais que ce lien social qui existe moins dans la formation à distance peut aussi se retisser de cette manière-là. Il y a la problématique de tutorer la partie, on va dire, pédagogique, donc tutorat de premier niveau et tutorat de fond, je vous en ai déjà parlé. Et puis, il y a la question de l'organisation suivant les niveaux d'autonomie. Je viens de l'évoquer très brièvement, mais un deuxième exemple, donc je vous parlais tout à l'heure des CAP qui, chez nos adhérents, se font souvent
en centre de ressources dans le CFA. À l'opposé, sur des bacs pro ou des BTS, nos adhérents ont pour habitude de remplacer une partie du temps de formation, on va dire de la semaine de formation, quand on est sur un rythme d'alternance de la semaine, sur une semaine de formation, chez nos adhérents, on remplace 1 à 2 journées par des temps de formation à distance. Ces temps de formation à distance vont se faire sur l'intervalle de temps entre 2 venues au CFA. C'est-à-dire qu'on va remplacer une journée du vendredi où il n'y aura pas de cours au CFA par 2 demi-journées à récupérer dans les 2 semaines qui suivent sur le temps entreprise, puisque cette journée du vendredi qui a été rendue à l'entreprise, elle est récupérée par le CFA sur les 2 semaines qui suivent. Donc, voilà un petit peu les problématiques dont je parle. On peut passer à la diapositive suivante. Merci. Donc, c'est la partie à laquelle Sabrina a déjà fait allusion. C'est la problématique de ce que Sabrina a appelé la charte. Une partie de nos adhérents, afin d'organiser les temps de travail et les temps de formation, ont mis en place en fait un cadre contractuel, c'est-à-dire un document qui lie les 3 parties que sont l'apprenti, l'entreprise et bien évidemment le CFA. Et dans ce document, qui quelque part peut faire partie ou peut faire suite au PIF, on va déterminer des créneaux de formation à distance et on va les baliser dans le calendrier des temps entreprises. Donc, si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, où mon apprenti vient en CFA pendant une semaine, mais sa semaine se termine le jeudi soir, la journée du vendredi, donc les 2 demi-journées à récupérer, seront inscrites dans ce document contractuel et il y aura marqué que pour le vendredi manqué, 2 séances d'1 demi-journée se feront sur le temps entreprise, par exemple le mardi matin et le jeudi après-midi. Donc, ce document-là est signé des 3 parties et donc le tuteur, le formateur du CFA va pouvoir suivre au travers des outils de tracking de la plateforme si effectivement l'apprenti s'est bien connecté le mardi matin et le jeudi après-midi, comme ça a été évoqué dans le document contractuel qui a été mis en place par cet établissement. Donc, ça permet effectivement d'impliquer à la fois le CFA et puis l'entreprise dans une relation qui est un peu plus proche avec le maître d'apprentissage. Donc, c'est un facteur favorisant de la relation tripartite. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, alors là encore, c'est un sujet qui a été évoqué par Sabrina. Il nous appartient, en tant qu'organisme de formation et CFA, de recueillir des éléments probants qui serviront en fait en cas de contrôle par les financeurs. Alors, on a élaboré effectivement, il y a maintenant 2 ans en arrière, au sein du FOD, un guide qui vous fait un certain nombre de préconisations du type d'éléments probants que vous pouvez être amené à recueillir. Et vous avez ici un extrait de ce tableau qui donne ces éléments-là. Vous voyez que vous avez sur la partie gauche du tableau les situations pédagogiques dont on parle, et puis sur la partie droite, l'élément de preuve qu'on peut mettre en œuvre par rapport à cette situation pédagogique. Donc, on ne peut que vous recommander d'aller télécharger ce guide. Et donc, avec le PowerPoint qui vous sera fourni, vous avez un lien direct vers le téléchargement de ce guide. Donc, ça, c'est la phase, on va dire, préparer les éléments pour être prêt à répondre à la problématique du contrôle. De la même manière, eh bien, concernant le certificat de réalisation, vous l'avez sur la diapositive suivante, Michael, si on peut regarder. Vous avez ici un modèle de ce que nos établissements CFA adhérents ont réalisé. J'ai bien noté, c'est une information intéressante que donnait Sabrina tout à l'heure, que ce modèle que vous avez ici à l'écran, on peut le fusionner avec la facture. Et je pense que c'est effectivement une bonne pratique vers laquelle on va demain orienter nos adhérents. En tout cas, vous avez ici le modèle que nous utilisons, nous, avec nos financeurs. 2 derniers points avant de céder la parole à Marc. 2 derniers points. Un premier concernant le contrôle. Nous avons des adhérents qui ont vécu ces dernières années un certain nombre de contrôles. Il y a un élément qui est
utile en cas de contrôle, ce n'est pas seulement d'avoir, on va dire, les temps de connexion à la plateforme de l'apprenti contrôlé, mais il faut avoir également à disposition des éléments statistiques du groupe d'apprentis dans lequel cet apprenti est inscrit, voire de plusieurs groupes d'apprentis. Je m'explique. Quand vous dites que vous allez demander un temps de formation asynchrone, mettons de 10 heures ou de 100 heures, et que vous produisez des éléments probants, mais qui vous montrent que sur les 10 heures prévues de formation asynchrone, vous n'avez que 5 heures de connexion à la plateforme, il va falloir que vous soyez en capacité d'expliquer que c'est l'individualisation du parcours de formation qui va amener cet apprenti à n'avoir suivi que 5 heures sur les 10 heures prévues. Alors, on va justifier ça de deux manières. Un, on va montrer que statistiquement, l'ensemble du groupe a une moyenne de temps de connexion qui est plus proche des 10 heures que des 5 heures. Donc, sur l'apprenti en question qui n'a fait que 5 heures, je suis tombé sur un apprenti qui allait plus vite dans le cadre de l'individualisation de son parcours. Puis le deuxième élément que je vais regarder, c'est les taux de réussite ou les notes qui ont pu être obtenues à l'évaluation sur ces séquences asynchrones. Donc, il faut bien qu'il y ait des éléments d'évaluation sur les temps asynchrones. Et je vais simplement montrer que le taux de réussite moyen du groupe, il est de l'ordre, mettons, de 75%, et que mon apprenti qui n'y a passé que 5 heures, il a lui aussi réussi à obtenir ces 75%. Donc, on peut logiquement en déduire qu'il s'est bien approprié les compétences qui étaient l'objectif de ce temps de formation à distance, puisqu'il a atteint la moyenne d'évaluation de son groupe ou de plusieurs groupes, si vous voulez étendre la statistique. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais rajouter. Puis un deuxième élément, mais qui ne figure pas sur les diapositives, mais qui est, je dirais, un petit retour ou une petite référence à Calliope. Si ces bonnes pratiques sont mises en œuvre, vous allez pouvoir les utiliser dans votre référencement Calliope. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de 2 établissements qui sont membres de GIFOD, où en fait, les éléments de restitution issus de la plateforme de formation, l'individualisation des parcours, tous ces éléments-là peuvent servir à plusieurs indicateurs de votre référencement ou de votre audit Calliope. Voilà en ce qui me concerne pour ce que je voulais dire aujourd'hui sur les pratiques de nos adhérents au GIFOD. Merci Olivier. Justement, pour rebondir un petit peu sur ce que tu expliquais très justement en cas de contrôle, sur l'aspect voilà, de comment justifier de l'individualisation de la formation quand un parcours a été fixé un certain nombre d'heures et que finalement le stagiaire le fait beaucoup plus rapidement sur un temps différent. Je voulais un petit peu peut-être avoir votre avis aussi, si c'est une question qui nous est parvenue, sur cette question de la souplesse du temps accordé par la formation à distance. Alors, c'est Anne-Sophie qui pose la question en disant, mais pourquoi les organismes financeurs n'arrivent pas à s'adapter à la souplesse du temps de la formation à distance, qui est un temps souple, qui peut être en synchrone ou en asynchrone, et continuent de souhaiter un contrôle du temps sur des heures de formation classiques. Est-ce que là-dessus, les uns comme les autres, vous avez une réflexion, une réponse à apporter? Je ne sais pas qui veut répondre. Sabrina, par rapport à nos discussions sur le dernier groupe de travail et nos échanges avec la DGEFP, est-ce que tu as quelque chose à préciser globalement, là-dessus? quand même, il y a quand même une très forte volonté à la fois du ministère du Travail et des financeurs paritaires, je ne peux pas parler en nom, mais en tout cas côté ministère du Travail, à essayer d'harmoniser autant que possible quand même les pratiques des financeurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au travers de la dernière réforme, on voit que le périmètre de la marge d'appréciation des financeurs s'est quand même largement réduite parce que vous le voyez, on a désormais un système de paiement sur production de pièces justificatives, facture certificat de réalisation égale déclenchement du paiement, sans que l'OPCO ne puisse demander quelconque autre pièce justificative au moment du règlement. Ce n'est qu'en cas d'anomalie que l'OPCO peut aller demander d'autres pièces. Donc, on le voit bien quand même globalement. Et puis, avec les 2 derniers documents que je vous ai cités là, que sont à la fois le VADEMECOM et le précis de l'apprentissage, on est quand même sur une volonté forte d'essayer d'harmoniser autant que possible quand même les pratiques, que ce soit côté CFA, mais aussi côté financeur en termes de prise en charge.
Alors, c'est vrai que sur la question de la FOD, pour les avoir à nouveau parcourus, d'ailleurs, ces deux documents-là, on n'a pas un chapitre ou un paragraphe dédié à la FOD de façon spécifique. Donc, c'est vrai que la FOD reste encore, alors c'est une modalité pédagogique tout à fait reconnue par la loi, les textes, etc. Mais enfin, c'est pas voilà, ça ne va pas justifier un paragraphe dédié dans ces deux documents-là, alors qu'évidemment, nous, de notre point de vue, adhérents et membres du FOD, on considérait bien au contraire que la FOD mériterait effectivement un petit laïus à part entière dans le cadre de l'apprentissage notamment. C'est un peu d'ailleurs l'objet de notre échange de ce matin. Donc, quelque part, j'aurais envie de vous dire, si vous voulez faire effectivement avancer cette question, on va dire, de l'individualisation des temps de formation, venez nous rejoindre au FOD. On va continuer à œuvrer pour faire en sorte qu'il y ait plus ces sempiternels débats et précautions statistiques à prendre pour montrer qu'on peut faire un parcours de formation plus rapidement que ce qu'on avait évalué forfaitairement au début de la formation. Justement, je crois qu'il y a Joël Ruiz, qui est notre président du FOD, qui vient de nous rejoindre à ce webinaire et qui souhaitait prendre la parole, je pense, pour rebondir sur cette question qui s'adressait à des financeurs. Joël, je te donne la parole. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends. C'est bon? Parfait. Vous m'entendez? Je ne sais pas si vous me voyez, par contre. Non. Bon, alors, je ne sais pas comment faire. Bon, ce n'est pas important. L'important, c'est que je puisse compléter nos échanges. Oui, alors, je vais parler à deux titres, en tant que financeur, d'une part, et en tant que président du FOD, d'autre part. En fait, la question de la souplesse du temps accordé et le souci qu'ont les financeurs de s'assurer de la bonne exécution de la durée de formation tient à l'obligation qui est faite au financeur de démontrer qu'il a bien financé des heures qui sont correctement réalisées. Donc, le système de référence dans l'esprit de beaucoup reste le format classique du présentiel. Donc, c'est clair que par rapport à des actions multimodales, on a un paradoxe. Donc, le Code du travail nous ouvre les facultés, mais Sabrina en a parlé tout à l'heure, grâce au certificat de réalisation et au fait qu'on peut fournir un temps de référence, une durée de temps de référence. Mais derrière, le contrôle vous met en difficulté si vous vous contentez de ça, puisque effectivement, on pourra démontrer par le picking que tel ou tel apprenti n'a pas réalisé l'intégralité. Et dans ces cas-là, il y a un risque sur le financement. Donc, la proposition de la durée moyenne, elle reste de toute façon valable, celle qui a été faite juste avant par Olivier. Là, nous allons avancer, nous, de notre côté FOD, pour inscrire de façon plus forte une doctrine autour de la question de la durée de temps de référence. En fait, dit autrement, à partir du moment où vous pouvez démontrer que le parcours de formation que vous montez avec les apprentis est bien un parcours de formation multimodal, donc vous rentrez dans cette catégorie-là dite du multimodal, on va travailler et que le positionnement que vous avez fait en début de processus permet de déterminer un temps de référence. On va travailler sur la base du temps de référence pour le financement. Et la seule chose, c'est les éléments de preuve de la réalité du temps qui resteront de toute façon à demander. Donc, les choses bougent très vite. On essaie de faire avancer du côté du FOD la relation, enfin des séances de travail entre financeurs pour apporter toutes les garanties nécessaires. Mais vous ne pourrez jamais de toute façon vous exonérer de la démonstration que les stagiaires apprentis ont bien exécuté correctement tout ou partie de la prestation de formation à distance. Donc, les conseils pratiques d'Olivier sont vraiment à retenir. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ça bouge. N'hésitez pas à nous remonter lorsqu'il y a des points de difficulté, parce que là, on peut aussi faire mobiliser nos adhérents du FOD. Pour ma part, n'hésitez pas, concernant l'OPCOPé, on fait aussi bouger les choses, mais là, c'est mon autre casquette. C'est de l'intérêt de ne pas être seul pour être confronté à ces difficultés-là. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Et je ne sais pas pourquoi mon écran ne s'est pas ouvert. Très grave, mais on t'a bien entendu. On te remercie, Joël, pour cette réponse détaillée. Tout de suite, je vais donner la parole à Marc Moncin.
Marc Poncin, c'est à toi. Alors toi, tu vas nous présenter les retours, le témoignage de CFA 100% distanciel. À toi, Marc. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, comme on l'a souligné tout à l'heure dans ma présentation, donc aujourd'hui, je suis à l'Université de Paris-Créteil, mais je viens effectivement d'une structure qui s'appelle Icademy, qui est un des précurseurs du e-learning diplômant en France, mais qui a la particularité, comme beaucoup de développements se font aujourd'hui et beaucoup de nouveaux entrants dans la formation distancielle, développent de la formation 100% à distance. Donc, il se trouve que dans le cadre de cette fonction que j'avais, j'ai été amené à créer des CFA intégrés, comme des entreprises peuvent créer leur propre CFA, et avec des groupes nationaux, de pouvoir dire, ben voilà, on va apporter l'ensemble et du référentiel et de la formation et de la technologie à distance pour développer une formation sur l'ensemble du territoire. Ah oui, j'étais en train de chercher à cliquer, mais Michael, si tu veux bien mettre la diapo suivante. Donc, mes questions de départ, mais qui sont des questions en fait qui sont venues d'employeurs. Et ces questions, c'est un autre angle de vue par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Sont des questions qui impactent autant le côté juridique que la construction pédagogique. Donc, et qui peuvent peut-être effectivement apporter quelques éléments de réponse. Et donc, bien entendu, le côté le plus prégnant de ces questions est dans le cadre du 100% distanciel et donc qui viennent de questions d'employeurs. La diapo suivante, Michael, pour poser ces deux questions. Et donc, des employeurs qui viennent souvent du mode traditionnel de l'apprentissage, mais on voit bien que ça pose ces questions de responsabilité. La première, c'est mais comment vous pouvez vous assurer que les apprentis sont bien en formation? Si on dit, par exemple, les apprentis sont en formation le jeudi et le vendredi, comment vous pouvez vous assurer qu'ils sont bien en formation le jeudi et le vendredi et qu'ils ne se disent pas, jeudi après-midi, il fait beau, je vais à la plage et puis je bosserai à un autre moment? Question qui est effectivement, qui pose la responsabilité pendant le temps de travail. Donc, la question prégnante derrière ça et la difficulté qui a été évoquée tout à l'heure par Sabrina, c'est bien la question de la responsabilité. Est-ce que mon apprenti, il est bien en formation et il est bien en train d'apprendre et pas en train de faire autre chose? La deuxième question qui est consécutive, c'est comment vous vous assurez de la bonne avancée de l'étudiant pour qu'il soit prêt, en fait, le moment venu, à passer son examen. Donc, ça, c'est une question qui est un peu la même, c'est-à-dire comment vous vous assurez, la personne doit finalement travailler en gros 14 heures dans la semaine en formation, comment vous vous assurez qu'ils ont bien travaillé, indépendamment de la souplesse dont on parlait tout à l'heure, j'y reviendrai, mais globalement, il a un temps de travail de 14 heures qui est prévu pour faire de la formation. Donc, comment vous vous assurez qu'il progresse bien dans la progression pédagogique et de sa motivation pour avancer? Alors, diapo suivante, voilà, alors quelle nouvelle réponse pédagogique on peut apporter en distanciel, en tout cas comment on a pu apporter des réponses à cela. Je vous propose sur la diapo suivante d'examiner en fait un peu ce qu'on appelle le spectre des formations à distance et de voir quels sont les déterminants justement qui correspondent à la gestion et à la responsabilité de la progression. Alors, j'y reviendrai sur chacun après, je vais les placer dans un autre schéma. Le premier, c'est d'avoir des formations plus ou moins guidées. Donc, plus ou moins guidées, au sens, je repréciserai derrière, d'avoir une progression pédagogique bien déterminée et d'avoir des travaux réguliers, mais qui sont une obligation légale aussi par ailleurs. Le deuxième point, c'est d'avoir des formations plus ou moins tutorées, voilà, et donc qui correspond aussi à cette question sur le temps de régulation et l'appui apporté à l'apprenant. Et puis, il y a un autre élément qui est en parallèle et qui est non négligeable, j'y reviendrai aussi après, c'est l'autonomie des apprenants. L'autonomie des apprenants en distanciel et surtout en 100% distanciel peut être plus ou moins forte. Donc, si on replace ça dans un schéma, c'est qu'on peut avoir en fait ce que j'appellerais un peu trois typologies de formation. Si on prend les ressources, aujourd'hui, on a encore beaucoup de formations à distance où finalement les ressources sont disposées dans une bibliothèque où voilà, on vous dit dans cette formation, il y a 50 heures de droit du travail et vous avez un ensemble de ressources qui peuvent représenter 50 heures de droit du travail sans nécessairement faire la distinction entre ce que sont les ressources essentielles et les ressources complémentaires.
Donc, peut-être qu'on peut avoir un ensemble de ressources qui, si sur le temps contractuel de la formation ou de la maquette, il y a 50 heures de l'heure du travail, ça peut peut-être représenter 100 heures si la personne n'est plus chez tout. Mais donc, il peut y avoir une difficulté pour l'apprenant à repérer ce que sont les ressources essentielles par rapport à ce sur quoi, et les ressources complémentaires par rapport à ce sur quoi il sera examiné ou évalué. Donc, dans un deuxième temps, il peut y avoir une autre évolution, effectivement, c'est d'avoir des ressources davantage priorisées, en disant, voilà, vous avez une année de formation à faire, au premier semestre, vous serez évalué sur tel sujet, au second semestre sur tel sujet. Donc, les ressources essentielles, si je reprends tout à l'heure mon ensemble de ressources qui pourrait représenter une centaine d'heures, voilà, il y a par exemple 25 heures de ressources, les ressources prédominantes essentielles qui sont à voir dans le premier semestre, et 25 heures, et l'autre étant des ressources complémentaires. Donc ça, c'est déjà une seconde étape, en tout cas dans la priorisation. Et puis, on peut avoir effectivement des ressources beaucoup plus guidées, ou en tout cas des ressources conditionnées. Et en disant, voilà, précisément, et je prendrai un exemple après, aujourd'hui, vous avez tel sujet à voir, comme si on était, alors ce n'est pas pas le copie de présentiel, ça n'a rien à voir, mais c'est simplement de guider davantage l'apprenant en disant, ben, ce matin, voilà, vous avez 4 heures à passer sur du marketing, et voilà les ressources qui valent l'équivalent de 4 heures de formation ou qui représentent un temps de travail moyen, puisque tout à l'heure, ça a été soulevé, ce temps de travail moyen, il est toujours à mettre, indépendamment du fait que la personne ira plus vite ou moins vite ou aura la bonne évaluation enfin. Si on prend le tutorat, il va y avoir aussi cette même progressivité sur le tutorat, c'est-à-dire qu'on peut avoir des formations aujourd'hui très libres, donc avec un tutorat pratiquement inexistant, ou en tout cas juste l'assistance qu'il faut, la hotline nécessaire est suffisante pour répondre au minimum du législateur. Par contre, après, effectivement, on peut avoir un tutorat plus facultatif, c'est-à-dire d'avoir des réunions synchrones régulières avec des enseignants, mais qui pour autant, effectivement, ne sont pas comptabilisés dans le temps contractuel ou dans le temps moyen. Quand je parle de temps moyen, c'est parce que je parle aussi du temps qui est contractualisé. C'est pour ça que j'emploie indifféremment ces deux appellations. Et puis, on peut avoir effectivement un temps de tutorat qui soit obligatoire, donc qui est intégré dans le temps contractuel de la formation. Voilà, ce qui nous donne effectivement des formations qui peuvent aller de formations très libres à des formations plus accompagnées, à des formations très guidées. Et on voit qu'effectivement, par rapport à ces questions que j'ai posées sur les employeurs, ben, certains employeurs se disent il faut quelque chose de beaucoup plus cadré. En tout cas, il faut accompagner davantage ou guider davantage les apprenants. Et d'autant plus qu'effectivement, on peut avoir, par exemple, dans des formations très libres, des cadres en reconversion ou des personnes qui ont une autonomie d'apprentissage très forte. Et on voit bien que plus on est vers l'apprentissage, donc l'apprentissage ayant cette double contrainte, c'est qu'à la fois, c'est une formation qui est obligatoirement en partie pendant le temps de travail et où on a un public plus jeune, donc qui a parfois effectivement une autonomie d'apprentissage plus faible, entre guillemets. Voilà. Donc, la diapo suivante, c'est pour dire qu'effectivement, il nous est apparu effectivement que l'apprentissage, en tout cas, apportait un peu ces nouvelles exigences, et surtout, effectivement, dans le cadre de formation, je le répète, 100% distanciel, donc qui est bien un cadre très particulier. Si on fait la diapo suivante, donc voilà, pour donner un exemple de formation, alors c'est la formation la plus guidée qui soit, c'est modulable. Mais on voit bien qu'en tout cas, ça vient impacter la construction pédagogique pour répondre à ces différentes questions. Donc, par exemple, on peut dire que de 9h à 10h30, on a un certain nombre de ressources asynchrones. Et puis, à 10h30, on a un premier QCM pour dire, voilà, est-ce que les gens ont bien effectivement retenu l'essentiel de ce qu'ils avaient à voir dans le temps asynchrone, pardon. Et puis une deuxième période, une deuxième séquence à l'identique entre 11h et 12h15 avec un QCM. On pourrait très bien avoir de 9h à 12h ou 12h15 tout un enchaînement de ressources asynchrones. Et tout à l'heure, il y avait une question effectivement d'une personne qui disait mais est-ce qu'il faut effectivement planifier les ressources synchrones? Oui, alors surtout si on veut effectivement vérifier si ce jour-là, par exemple ce jeudi, les personnes effectivement donc les ressources sont ouvertes au moment où la formation doit avoir lieu et à la fin, effectivement, il y a une évaluation.
Alors, si on reprend la question sur la souplesse, et c'est un peu ce qu'a répondu aussi Olivier tout à l'heure, c'est de dire, quand il parlait des évaluations, le QCM est là, il ne va peut-être pas forcément conditionner la suite de la formation, mais à la fois sur les 3h30 du matin, s'il y a 3 heures de temps de ressources asynchrones, peut-être qu'une personne aura passé 2 heures ou 1h30 et une autre 3 heures et aura obtenu un certain résultat au QCM. Mais en tout cas, on a mis à disposition des ressources pour l'équivalent de 3 heures de temps de formation et on a mis une évaluation. Donc, si une personne est allée plus vite, effectivement, on a vérifié qu'elle avait peut-être, par exemple, au moins un certain score au QCM et que donc, effectivement, elle peut poursuivre. Donc, ça, c'est une manière de conditionner. Par contre, effectivement, une personne qui aura un score moindre peut quand même, après, faire le travail de l'après-midi où on voit que pour un accompagnement plus fort, là, on introduit en plus du temps collaboratif et du temps collectif. Donc, il peut y avoir, par exemple, dans un premier temps, une étude de cas en travail synchrone et en groupe. Et puis, dans ces groupes, ils ont une présentation à faire dans le temps suivant, qui est un temps collectif synchrone avec le prof. Donc, on voit bien que le temps de tutorat, le temps de régulation, il est inclus dans la progression pédagogique. Il est obligatoire puisqu'il est dans le temps. Et donc, là, ils ont un rendez-vous obligatoire avec le prof et ils ont des temps collectifs. Donc, ce qui aussi travaille au maintien de la motivation, parce que la motivation, effectivement, en 100% distanciel, peut plus vite tomber si la personne est trop isolée ou est moins accompagnée que dans du temps hybride, où effectivement, il y a ces temps de régulation en présentiel. Donc voilà, pour les clés, enfin, les facteurs clés de succès sur ce temps, si on passe à la diapo suivante, ce que j'ai noté, c'est qu'effectivement, ça nécessite d'avoir des progressions très guidées, alors soit par journée, soit par demi-journée, d'avoir des ressources conditionnées les unes aux autres, et surtout pour à la fois veiller à la bonne progression, à la motivation de l'apprenant, donc sur un autre aspect du tutorat, au-delà de l'aspect simplement du prof sur sa matière, effectivement, c'est de mixer en fait des temps individuels, collaboratifs et collectifs, mais obligatoirement, effectivement, de l'intégrer dans la construction pédagogique, une fois de plus, surtout quand on est 100% distanciel, puisque l'hybride vient de fait, en fait, créer des alternances de temps en collectif et en collaboratif. Voilà, pour terminer sur un certain nombre de conclusions, la diapo suivante, Michael, voilà, c'est qu'effectivement, on voit bien que ça demande un travail de construction pédagogique plus important en amont. Ça modifie aussi chez les opérateurs de formation un peu le modèle pédagogique, puisque l'investissement d'ingénierie pédagogique est plus important. Mais ça vient répondre effectivement à l'ensemble des exigences du législateur qu'on a vu avec Sabrina, mais aussi de ces questions que se pose l'employeur effectivement sur la bonne fin, c'est-à-dire sur l'efficience de la formation qu'il achète en 100% distance, en se disant est-ce que voilà, mon apprenant, mon apprenti, il n'est pas laissé trop seul dans la nature, et est-ce qu'il est vraiment bien accompagné, et est-ce que je peux compter sur votre responsabilité à la fois pour qu'il soit bien en formation et le faire avancer. Donc voilà, donc c'est surtout aussi sur le plan qualitatif pédagogique que ça permet d'accompagner avec plus d'efficience, et notamment, effectivement, on voit bien que dans la montée en force de Calliope, il y a de plus en plus d'exigences sur du rendu, en tout cas sur des manières de rendre compte de l'accompagnement et de la qualité du résultat de la formation. Voilà. Et juste pour terminer, la diapo suivante, je m'étais permis de faire un parallèle. Donc, c'est ce que j'ai déjà dit en particulier, c'est que les points particuliers des formations hybrides, c'est que cette exigence en fait, du législateur, on l'a vu, et Olivier s'en est fait le témoin en écho à ce qu'a dit Sabrina, et que là, de fait, effectivement, la question est moins prégnante sur l'aspect suivi de la personne et de la motivation, puisque les temps hybrides et les temps présentiels viennent compenser ces temps auxquels il faut avoir beaucoup d'attention davantage en 100% distanciel. Voilà, je vous remercie. Merci Marc pour cette présentation et qui montre effectivement l'importance de la construction pédagogique pour permettre de sécuriser le suivi de l'apprenant à distance. Peut-être juste avant de se quitter, on avait une question qui était une question assez très opérationnelle quand même, d'une personne qui nous demandait mais
comment peut-on faire pour quand même bien s'assurer que la personne qui suit la formation, qui passe les évaluations à distance, est bien celle qui est inscrite au cursus de formation, sachant que parfois, on n'allume pas forcément sa caméra en synchrone. Est-ce que là-dessus, chacun de vous peut m'en dire un petit mot et on se quittera ensuite? Alors, moi, je veux bien terminer par une petite anecdote rapportée par un des tuteurs d'un des établissements adhérents du GIFOD qui nous expliquait qu'un jour, voyant progresser son apprenti sur la plateforme et le voyant progresser rapidement, mais avec des résultats aux évaluations pas terribles, s'est inquiété de ce qui se passait et donc a appelé le numéro de téléphone qui était référencé dans la base de données et a eu au bout de la ligne non pas l'apprenti, mais sa maman, et qui lui a dit « Ne parlez pas trop fort, je suis au travail, je suis en train de répondre à vos questions sur la plateforme. » Donc cette problématique-là, effectivement, existe, mais j'aurais envie de vous dire, dans l'anecdote que je vous raconte, eh ben, on a peut-être un des moyens d'identifier qui est au bout de la ligne, c'est-à-dire que dans le cadre du tutorat, une bonne partie de nos établissements ont pour habitude de fixer des rendez-vous téléphoniques. C'est-à-dire que dans le cadre des semaines à distance, il y a à un moment donné un rendez-vous téléphonique de 20 minutes où on fait un point sur l'avancement de la formation et les résultats aux évaluations. Il est assez facile à ce moment-là, dans ce rendez-vous téléphonique, déjà de savoir qu'on a bien l'apprenti au bout du téléphone et puis surtout de voir avec lui si c'est bien lui qui a répondu aux questions au travers des difficultés qu'il a pu rencontrer, voire de quelques petites questions qui permettent de le vérifier. Alors après, il y a d'autres moyens plus technologiques. Marc et Sabrina pourront peut-être en parler, que ce soit la reconnaissance faciale ou d'autres systèmes de ce type-là. Mais pour compléter ce que dit Olivier, la construction dont je parlais tout à l'heure, et quand j'étais chez Academy, on a très peu eu de ce genre de problème. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des rendez-vous synchrones obligatoires, réguliers, ou des rendez-vous, quand c'est hybride, ou des rendez-vous présentiels. Et donc, comme il y a des travaux réguliers qui sont demandés et qu'on interroge la personne en direct, en fait, donc on voit bien effectivement si la personne a du répondant ou pas face à ça. Et il se trouve qu'on a expérimenté pendant la crise, effectivement, tous les systèmes maintenant d'examen à distance. Donc aujourd'hui, effectivement, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails technologiques, mais en tout cas, aujourd'hui, il existe plein de moyens technologiques pour à la fois contrôler l'identité, à la fois contrôler ce que la personne regarde pendant l'examen, mais il y a beaucoup d'examens, effectivement, qui se font aujourd'hui en distanciel avec des moyens de contrôle presque parfaits, en tout cas, bon, à moins de mettre un avatar ou de créer du virtuel, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont... Et j'ai vu une question, peut-être que Sabrina voulait... Oui, c'était là qu'il y avait une personne qui posait la question sur s'assurer des temps asynchrones qui ne seront pas récupérés par l'entreprise. Effectivement, c'est un peu ce qu'on a dit aussi, c'est de les planifier, que ce soit en hybride ou quand tout à l'heure Olivier disait on a des temps qu'on va remplacer, il faut les planifier et dire voilà, aujourd'hui, c'est du temps asynchrone certes, mais c'est du temps de formation et la personne est en formation et elle est de toute façon plus ou moins connectée avec l'organisme de formation à ce moment-là. Et donc, attention, parce qu'effectivement, si c'est des temps de formation qui vont être demandés à l'apprenti en dehors de son temps de travail, par exemple le week-end, on a franchi la ligne rouge. Hein. Oui, on essaye de les éviter. On n'est plus dans le temps de travail. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus. Je remercie beaucoup nos intervenants pour leur participation et vous aurez à disposition ce qu'on s'est dit, le replay, les présentations. Merci. Bon appétit à tout le monde et à bientôt. Je vous ai mis dans le chat notre prochain rendez-vous le 16 novembre pour parler MOOC, Cook et Spock.